organisé dans le cadre normalement des bootcamps métiers de destinée. Donc, c'est un coaching emploi. Mais dans la promotion qui vient d'achever en fait son programme, beaucoup sont des salariés, mais projetés d'entreprendre à plus ou moins long terme. Mais revient une question qui est très, très, très fréquente. Je veux investir, je veux entreprendre, je veux me lancer, je veux créer des projets, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les fonds pour me lancer. Et donc, on a décidé d'organiser ce webinaire où on m'a recommandé l'expertise de Prince sur ces questions. Donc, voilà, pour venir vous donner des clés pour savoir voilà, comment constituer son capital de départ pour pouvoir entreprendre. Alors, Prince est coach en finance. Il a écrit un livre sur la liberté financière que vous pouvez acheter sur Amazon. Il a l'habitude d'accompagner des entrepreneurs, que ce soit en Afrique, en Europe, aussi sur le continent américain, je ne me trompe pas. Voilà, donc aujourd'hui, il va nous donner des clés et des conseils pour savoir comment je veux me lancer, je n'ai pas de fonds, ça me bloque. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour me constituer au moins une base de capital de départ pour pouvoir me lancer? Voilà, donc Prince, à toi la parole. Et voilà, et puis je vais battre le rappel des personnes qui s'étaient inscrites par mail. D'accord, merci beaucoup Rosie, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être là. J'espère que vous pouvez m'écouter Oui, le son, sans problème. oui, le son est clair, c'est bon. Et voilà, le Ok, son est clair. Ouais. d'accord. Parce que c'est souvent la première inquiétude. C'est pas trop important de voir la personne, mais l'écouter, c'est important. Donc, comme tu as su le présenter, j'ai la chance de ne pas juste être un coach, je suis aussi un entrepreneur. J'ai eu la chance et j'ai la chance d'être salarié, donc je peux me mettre à la place de ces personnes. C'est une question qui revient beaucoup lors de mes accompagnements. Il y a des gens qui veulent se lancer, mais ils ne savent pas où trouver le capital. Et souvent, ils font allusion à l'argent. J'aimerais qu'on l'appelle vraiment par son nom, l'argent pour démarrer. Donc, j'ai préparé un PowerPoint qui va être très simple. Et ce que je peux demander à la personne, c'est déjà de se préparer et de pouvoir prendre des notes. La meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de réécrire cette chose avec notre propre langage, parce que nous avons un langage que nous comprenons. Moi, je vais dire certaines choses, mais qui pourrait être un langage assez euh, compliqué, mais je vais le rendre simple. Mais c'est à vous, à chaque participant, de pouvoir écrire cela comme il le comprend. Donc, avoir un bloc-notes va déjà être un atout pour chacun d'entre vous. Autre chose, prenez le temps de noter les idées qui vous viennent, parce que je vais dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas toutes les idées qui vont s'appliquer à vous. Chacun a sa réalité personnelle et chacun vit dans un certain environnement. Et les outils ou les idées que je vais donner concernant comment avoir un capital va marcher dans certains environnements. Tout peut marcher, mais dans d'autres, il n'y a qu'un seul outil qui va marcher. Donc, ne vous dites pas parce que vous allez essayer un des outils et que ça ne va pas marcher, ça n'a pas marché. Non, c'est juste que l'environnement dans lequel vous vous trouvez n'est pas le bon pour cet outil-là. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et pour ne pas tarder, je vais partager ce que j'ai préparé. Tac, tac, tac. I'll share my screen. OK. Je devais utiliser mon PC, mais malheureusement, il m'a lâché. Donc, je vais utiliser mon téléphone. Que Dieu bénisse la technologie. Vous arrivez à bien voir le PowerPoint? C'est sur mute, désolé. Oui, oui, on voit. Oui. Ça s'affiche très bien. Hein. Oui, et dans le chat aussi, on voit. Donc, si c'est bon. OK, d'accord. Donc, excusez-moi, je vais muter ma caméra pour rendre la chose plus intéressante. Je préfère que les gens puissent regarder, pas moi, mais qu'ils puissent regarder
OK, merci. Donc, comment OK, I'm ready. OK, donc, comment constituer son capital de départ pour entreprendre? Par Prince Mungu Batontou. OK. Nous avons tous parfois une idée, on aimerait entreprendre, on aimerait voir notre projet donner naissance à quelque chose. Et je vous ai préparé un contenu sur 4 points. Le premier, on va parler de la définition du capital. C'est quoi le capital? Après, nous allons parler de où commencer lorsqu'on veut entreprendre. Une question qui va déterminer, oui ou non, si vous allez vous lancer de manière efficace ou vous allez perdre du temps dans des choses qui vont vous retarder. Et j'ai préparé 7 outils pour trouver le capital de départ pour entreprendre. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi ces 7 pour répondre à 2 questions principales. Où se trouve mon audience? Donc, ça peut être en Occident ou en Afrique. Et le deuxième, c'est quel est le type de personne qui aimerait se lancer? Ça peut être soit un étudiant, un employé ou même un entrepreneur qui veut lancer un autre produit ou un service par rapport à la position où il se trouve maintenant. Donc, ces 7 points ou ces 7 outils vont répondre à cette question. Et à la fin, on va avoir une session de questions-réponses. Donc, lorsque je vais partager, si vous avez une question, je vous invite à noter la question. Et au moment de la session de questions-réponses, nous allons avoir le temps de mieux échanger. Comme ça, je ne vais pas prendre beaucoup de temps en présentant et en répondant aux questions. Donc, je préfère faire la présentation et répondre aux questions plus tard. La définition du capital. Dans le sens général, le capital recouvre l'ensemble des matériels, ok, et valeurs telles que les créances, les droits, les actions appartenant à une personne physique ou morale. Donc, c'est le patrimoine de la société. J'ai mis la source où j'ai pris cette définition. C'est la définition qui était la plus exhaustive, donc qui donnait plusieurs aspects. Parce que souvent, lorsqu'on dit « je n'ai pas de capital », on pense qu'à la partie financière. Donc, je n'ai pas l'argent. Alors que le capital, c'est aussi le matériel. Le capital, c'est aussi la connaissance qu'on peut apporter dans un projet. Ça peut être considéré comme un capital. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez vous dire que je n'ai pas le capital pour me lancer ou pour entreprendre, vous devez savoir que ce n'est pas que de l'argent qui vous manque. C'est aussi le matériel nécessaire pour lancer votre projet ou la compétence ou les connaissances nécessaires pour voir votre projet porter des fruits. Donc, sans plus tarder, on va parler de quelque chose d'important. Entreprendre, ce n'est pas d'abord le capital financier. J'ai précisé financier parce que, comme vous avez pu le voir, le capital n'est pas seulement la partie argent. Il y a aussi d'autres aspects. La connaissance, la compétence et aussi le matériel, qui peut être un immeuble, qui peut être un bureau, qui peut être une machine à produire quelque chose, et j'en passe. Donc, entreprendre, ce n'est pas d'abord le capital financier. Pour toute personne qui aimerait entreprendre, vous devez savoir ceci. C'est d'abord le problème à résoudre. Excusez-moi pour la faute avec le A, qui n'est pas avec accent, mais le problème à résoudre doit être la première question que vous devez vous poser. Quel problème vais-je résoudre? Lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu ne dois pas te lancer parce que tu as vu quelqu'un faire quelque chose. Tu dois plutôt te lancer parce que tu as vu un problème que rencontrent plusieurs personnes et que tu penses avoir
une idée pour la solution à ce problème. Donc, avant de penser même capital, on doit penser d'abord idée de business, solution au problème qui est en face de moi. Et je vais vous illustrer ça à travers une histoire. Il y avait un jour un homme qui s'est retrouvé dans un village lointain et cet homme venait de la ville. Arrivé dans ce village, il s'est rendu compte d'une chose. Comme un bon businessman, il s'est rendu compte que les villageois ne portaient pas de chaussures ni de sandales. Étant un bon businessman et connaissant les réalités de la ville, il s'est posé la question, mais comment ces gars ne savent pas qu'ils peuvent porter des chaussures et puis protéger leurs pieds et éviter d'avoir les pieds palmés. Comme un bon entrepreneur que je vois aujourd'hui, il s'est lancé aussitôt. Il a décidé de repartir en ville plus tôt pour aller prendre tout un conteneur de chaussures et est venu vendre les chaussures à ses villageois. Malheureusement pour lui, aucune personne n'était intéressée. Après plusieurs jours, il décide de poser la question aux villageois. Il leur dit, mais excusez-moi, est-ce que vous savez que je vends des chaussures? Il dit, oui, oui, on sait que vous vendez des chaussures et des sandales, mais pourquoi vous n'achetez pas? Le monsieur l'a regardé étonné. Il dit, on n'a pas besoin de ça. Il dit, non, 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 mais vous voyez, vous avez souvent des blessures, vous vous blessez, vous avez des pieds palmés, vous avez souvent peut-être tel problème ou tel problème. Donc, ces chaussures vont résoudre votre problème. Le villageois a souri et lui a répondu, même si vos chaussures vont répondre à nos problèmes, que vous pensez être des problèmes, ici, nous sommes en terre sainte. Et sur cette terre sainte, on ne porte pas les chaussures. Le monsieur était choqué parce qu'il a investi de l'argent. Parfois, il a pris un crédit, comme font beaucoup de personnes, pour lancer un business parce qu'ils ont juste vu, ils pensaient que c'était ça le besoin. Et se retrouvent avec de la marchandise et pas de clients. Des personnes qu'ils pensaient être des clients. Voilà pourquoi j'ai attiré votre attention. Avant de penser capital, pensez problème à résoudre. Quel est le problème que vous allez résoudre en tant qu'entrepreneur? C'est bien de se dire que parce que j'achète du pain, c'est que les gens ont besoin de pain. Faites attention. Faites très attention. Ce n'est pas toujours le cas. Et même si les personnes ont besoin de pain, vous ne savez pas quel type de pain particulièrement. Donc, une fois que vous pensez avoir trouvé un problème, vous devez faire ce qu'on appelle tester le marché. Donc, où commencer? Lorsqu'on a une idée, on se dit qu'on a une idée, on veut entreprendre, on commence par où? On commence par trouver le problème que des personnes sont prêtes à payer pour résoudre. Je m'explique. Comme vous avez vu dans notre histoire, on a un monsieur qui a vu un problème, des personnes qui n'avaient pas de chaussures, mais n'a pas pensé à s'approcher d'eux pour voir s'ils voulaient voir leur problème être résolu. Je vais le dire un peu plus simple. Vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, vous pensez qu'il faut l'aider, selon vous. Mais parfois, la personne n'a pas besoin d'être aidée. Vous voyez quelqu'un qui est assis quelque part, il y a un bidon d'eau rempli à côté de lui. Vous vous dites non, je vais aller l'aider. Et vous serez surpris que cette personne vous dise que non, je suis venu vendre le bidon et je suis en train d'attendre le client qui viendra chercher ce bidon. Donc, toujours la question. J'ai une idée, je veux me lancer dans tel secteur, je veux résoudre tel problème. Je m'approche de ces personnes pour savoir, excusez-moi, j'ai remarqué tel problème, que vous avez des difficultés à emmener les enfants à l'école. Et moi, j'aimerais lancer un système de ramassage des enfants dans le quartier pour les amener à l'école. Est-ce que ça vous intéresserait que quelqu'un puisse emmener vos enfants à l'école? Ils vont vous dire s'ils sont d'accord ou pas. Et vous posez la question, combien êtes-vous prêt à payer? Êtes-vous prêt à payer pour ça ou ça doit être un service gratuit? Posez les questions. Cela va vous coûter 0 franc. Autre chose qu'il faut faire, une fois que vous avez trouvé le problème,
Vous devez maintenant trouver la solution à ce problème et le présenter à ces personnes dans le besoin. Par rapport à ce qu'on avait dit hier pour ton besoin des enfants qui devaient aller à l'école, nous proposons un bus qui va faire le ramassage des enfants. Et dans ce bus, pour assurer la sécurité des enfants, on aura une dame et un monsieur qui sera le chauffeur. La dame va être celle qui va s'occuper des enfants pour s'assurer que les enfants ne se battent pas, que les enfants sont dans de bonnes conditions. Voilà la solution au problème que nous avons trouvé et que nous avons aussi demandé aux gens, est-ce qu'ils voulaient le voir être résolu. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne vous dites pas seulement que vous avez une bonne idée, mais vous devez tester cette idée. Et comment ça peut se faire? À travers 3 notions que vous devez connaître. Vous avez une idée de projet, vous voulez entreprendre, vous avez testé et les gens ont commencé à dire ouais, pourquoi pas, je suis intéressé. Ce que vous devez faire, c'est vous souvenir de ces 3 notions. Le coût détaillé du projet. Combien cela va me coûter pour avoir mon produit ou mon service? C'est important. Parce que si vous ne connaissez pas le coût détaillé de votre projet, vous n'allez pas être à mesure de faire un prototype. Je m'explique. J'aimerais lancer un restaurant. Et l'idée que j'ai du restaurant, ça va être un restaurant 3 étoiles. Je veux qu'il y ait au moins 15 tables. Je veux être à mesure de recevoir des gens le matin, des gens l'après-midi et même le soir. Si je ne connais pas combien va me coûter le projet, je ne pourrais pas répondre à la question que tout un chacun en est venu assister. Combien ou où avoir le capital? Si je ne sais pas de combien j'ai besoin, je ne pourrais pas demander le capital quelque part. Je ne pourrais pas aussi épargner pour avoir le capital. Donc, je dois connaître de façon détaillée combien il me faut pour lancer mon... Une fois que je connais comment ou combien va me coûter mon projet, je passe maintenant au prototype. Donc, je vais faire un essai. Si c'est un produit, je peux faire quelques produits et donner à différentes personnes pour avoir un retour de leur part. Avant que je ne lance une production massive, je dois connaître si la solution que j'ai trouvée répond réellement aux problèmes que font face mes potentiels clients. Et c'est à ce moment qu'intervient le prototype. Une fois que mon prototype est validé, une autre chose qu'il faut faire, c'est de commencer petit. Et ça, c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Ils veulent commencer de grands projets sans avoir testé des petits. Le prototype va bien sûr faire valider votre produit, mais lorsque vous allez vous lancer en petite quantité, ça va vous montrer si réellement les gens vont payer sur le long terme. Parce qu'un business n'est viable que aussi longtemps que les gens peuvent acheter ces produits ou ces services. Donc, les 3 notions que vous devez retenir sont le coût détaillé du projet, le prototype et commencer petit. Donc, quel qu'en soit le projet que vous avez, vous voulez construire des immeubles, vous voulez mettre en location, vous voulez avoir la plus grande entreprise de fabrication de véhicules, vous devez trouver un moyen de commencer petit. Lorsque vous commencez petit, vous allez voir que réunir le capital devient simple. Et un autre avantage qu'a commencer petit, c'est que c'est facile de corriger des erreurs parce que ça ne coûte pas grand-chose de les corriger que lorsque vous vous lancez grand. Imaginez que vous lancez un restaurant où vous êtes supposé avoir 15 tables, vous êtes supposé avoir 10 employés, vous êtes supposé avoir de la marchandise, je dis n'importe quoi, d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Et que vous vous lanciez, c'est à ce moment que vous vous rendez compte que vous n'avez pas une licence peut-être pour vendre des boissons. Et là où vous vous trouvez, on vient vous fermer. Vous voyez combien ça va vous faire mal? Vous avez mis peut-être 25 millions, 30, voire 50 millions dans un projet. Alors que si vous aviez commencé petit, vous aviez un petit stand, là où vous servez de la nourriture, faites de la livraison dans les bureaux ou à domicile, ça vous coûte moins de perdre quelque chose que lorsque vous avez un grand projet. OK. Nous allons maintenant parler des 7 outils pour trouver le capital
de départ pour entreprendre. Notre premier outil, c'est l'épargne. Et lorsque j'accompagne des gens et je mentionne le mot épargne, je sens dans le visage des personnes une réticence. Parce que chacun va te dire que je ne gagne pas assez, j'ai beaucoup de charges, épargner c'est difficile, à chaque fois que j'essaie de mettre de côté, je n'arrive pas à vraiment perdurer. Ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est ceci. Nous arrivons à faire des choses que lorsque nous accordons de l'importance à ces choses. Je vais m'expliquer de façon claire. Si pour vous, l'épargne n'a que le rôle de mettre de l'argent de côté, ça ne va pas vous pousser à le faire de façon répétitive. Mais si vous pensez que l'épargne, c'est l'outil dont vous avez besoin pour transformer votre vie, ça change. Regardez tout simplement la place qu'a le téléphone aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on ne peut plus se passer du téléphone. Personne ne nous a dit qu'il ne faut pas se passer du téléphone. Mais c'est juste que le téléphone a occupé une place dans nos têtes que nous avons dit, sans mon téléphone, je ne peux plus rien faire. Regardez, moi, je suis en train de faire une présentation avec vous, c'est à travers mon téléphone. Si j'étais juste de l'ancienne école qui pensait que pour faire une présentation, je ne peux qu'utiliser mon laptop, donc lorsque mon laptop me fait des grimaces, j'abandonne. Et en bon africain, je peux dire que ce sont les génies, ce sont les esprits, Dieu ne veut pas et tout ce que vous voulez. Alors que ce n'est pas vrai. C'est juste que j'ai pris des précautions, mais à la dernière minute, ça s'est avéré que ces précautions n'ont pas été suffisantes pour que je fasse ma présentation avec mon laptop. Mais avec le téléphone, je peux toujours le faire. Donc, c'est la même chose avec l'épargne. À partir d'aujourd'hui, trouvez une place importante à l'épargne dans votre vie. Que représente l'épargne pour vous? Écrivez cela. Que représente l'épargne pour vous? Un exemple, je peux écrire l'épargne est mon chemin pour la richesse. Et à chaque fois que je vais lire cette phrase, j'aurai la volonté de mettre de l'argent de côté parce que je veux être riche. Mais si je ne dis que l'épargne, c'est juste mettre de l'argent de côté, bon, je peux ou ne pas mettre de l'argent, ça n'a rien. Je peux aussi mettre l'épargne, c'est mon moyen pour transformer mes finances. Trouvez une phrase qui est importante pour vous et mettez l'épargne dedans. Comment on fait pour épargner? Il y a plusieurs manières d'épargner et ce que je recommande aux gens, c'est de trouver le moyen qui est adapté à vous. Je vais vous prendre mon exemple. Lorsque j'ai commencé à épargner, j'avais remarqué que c'était facile pour moi de mettre de l'argent de côté et de le reprendre aussitôt dès qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un compte bancaire, j'ai décidé d'y mettre mon argent et j'ai refusé de prendre le chéquier, j'ai refusé de prendre la carte. Et j'ai choisi une banque qui m'exigeait que pour faire des retraits, il fallait que j'aille à cette agence. Et cette agence était très loin de là où j'habitais. Donc, ce qui veut dire que lorsque je mettais l'argent là-bas, j'étais sûr que je ne devais même pas y aller facilement. Ça, c'est une solution qui a marché pour moi et ça m'a permis de bâtir une discipline par rapport à mon épargne. Un autre moyen peut être de passer par ce qu'on appelle les tontines. Je vais attirer votre attention. La tontine n'est l'épargne que pour la personne qui prend l'argent en dernière position. Écoutez-moi bien. La tontine est l'épargne que pour la personne qui prend l'argent en dernière position. La personne qui prend en première position, c'est un prêt à taux zéro pour cette personne. Il prend de l'argent qu'il devait avoir peut-être dans 10 mois, dans 12 mois, selon la durée de la tontine, et il commence à rembourser tous les mois en payant ses mensualités. Donc, je répète, la tontine n'est l'épargne que pour la personne qui prend en dernière position et est une dette pour la personne qui prend en première
position. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de mettre de l'argent de côté, mais faites attention avec qui vous allez faire cette tontine, parce que la base de la tontine, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance, laissez tomber, utilisez l'autre moyen que je vais vous présenter, une tirelire. Vous achetez votre tirelire. Si vous êtes assez discipliné, vous achetez une tirelire, vous commencez à mettre de l'argent, ça peut être des pièces, ça peut être des billets, comme vous le voulez. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est combien faut-il épargner? Je vais répondre à ce qui est nécessaire et qui est dans vos moyens. Si moi, aujourd'hui, je suis capable d'épargner 100 000, je ne vais pas faire de ça une règle pour dire que tout le monde doit épargner 100 000. Non. Chacun en fonction de ses besoins, donc de ce dont il a besoin pour vivre, le loyer, la nourriture, le transport, les factures. Lorsqu'il enlève tout cela et peut-être les crédits qu'il a à rembourser, ce qui lui reste, il décide du montant qu'il veut épargner. 10%, 15%, 20%, cela dépend de votre réalité. Donc, voilà les moyens que vous pouvez utiliser pour bâtir l'épargne. Prochain outil, les futurs clients. Et oui, ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent. Et moi, je l'utilise souvent. Je peux avoir un produit ou un service que j'aimerais vendre aux gens. Qu'est-ce que je fais? Je demande à ces personnes de pouvoir payer à l'avance et je m'arrange à ce que le montant que je leur demande représente un pourcentage. Mais ce pourcentage me permet de couvrir l'achat du produit que je vais leur revendre, plus les frais nécessaires et même parfois un bénéfice qui va parfois de l'ordre à 5 à 10%. Donc, ce qui veut dire, si je te dis, fais une avance de 50%, ça veut dire que dans les 50%, j'ai au moins 5% de bénéfices. Donc, sur chaque avance que je reçois, j'ai 5% de bénéfices. Donc, même si tu décides de ne pas me payer les 50% restants, j'ai déjà eu mes 5% de bénéfices. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser lorsque vous vendez des produits ou des services. Donc, vous présentez votre solution aux gens, vous leur dites, moi, pour pouvoir vous livrer votre solution, c'est ce que font, par exemple, les gens qui sont dans les services. Ils vous envoyez votre proforma, qu'on a besoin d'une formation, et les personnes vous disent que 30% avant la formation et le reste pendant ou après la formation. Donc, dépendant de l'entente que vous allez trouver. Voilà une stratégie que vous pouvez avoir pour trouver de l'argent pour entreprendre. Une autre stratégie, le love money. Le love money, c'est tout simplement demander de l'argent aux personnes que vous connaissez. Et beaucoup peuvent se dire, non, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est normal. Moi, tu viens me voir, tu me dis que tu as un projet de 500 000 et que tu aimerais que je te donne 500 000. Je ne vais jamais te donner ça. Je suis désolé. Oui, je peux avoir les moyens, mais ça va me faire mal de donner 500 000 pour un projet ou pour une idée. Mais si, par contre, vous changez l'approche, vous allez dans votre répertoire, vous regardez, OK, j'ai 15 personnes, bon, prenons un chiffre qui est plus simple, j'ai 20 personnes sur lesquelles je peux compter. J'ai un projet de 500 000. Au lieu de demander 500 000 à toutes ces personnes, ce que je vais faire, je vais demander 20 000 ou 25 000 par personne. Et lorsque je multiplie 25 000 fois 20, ça me fait 500 000. Ou je peux encore diviser. J'ai 100 personnes que je sais sur lesquelles je peux compter. Je vais voir ces 100 personnes, je demande 5 000 par personne. Je dis, OK, je suis en train de lancer mon projet et j'ai besoin de 5 000. La personne va trouver, OK, il a besoin de 5 000 pour son projet. Tiens, voilà les 5 000. Je peux même aller plus bas, 1 000 francs. Je trouve 500 personnes qui vont me donner 1 000 francs. Je dis, je suis en train de lancer mon projet, j'ai besoin de 1 000 francs, est-ce que tu peux me trouver 1 000 francs? Les gens vont vous trouver ces petits sommes facilement que si vous venez leur dire, j'ai besoin de 500 000 pour lancer mon projet, j'ai besoin d'1 million pour lancer mon projet, ça ne va pas être évident d'avoir. Donc, le love money, voilà une stratégie qu'on peut utiliser pour lever le capital pour se lancer. Les concours, beaucoup négligés par des gens, mais ça peut vous propulser de plusieurs façons. La première façon, c'est déjà la visibilité. Votre idée de projet va être connue de beaucoup de gens. Soyez rassurés qu'il y a des gens qui parfois cherchent à investir dans des projets.
mais qui ne rencontrent pas les bons entrepreneurs. Donc, ceux qui ont non seulement la niaque, ceux qui ont une idée, mais ceux qui ont une solution à un problème qui existe. Donc, à travers les concours, vous allez vous exposer, mais vous allez aussi gagner de l'argent. Je vous prends un exemple d'un concours beaucoup négligé, et ça se passe en Afrique souvent. Le Tony Elumelu Foundation Programme. C'est un programme qui se passe, qui commence en janvier, on envoie les candidatures, et à partir de mars, on sélectionne. Donc, on va vous former. Après la formation, vous allez présenter votre projet à travers un pitch. Et si votre projet est validé, vous allez recevoir 5 000 $. Et c'est de l'argent non remboursable. Il y a aussi le projet Anisha ou Ashisa. Je vais vous mettre les noms en commentaire une fois que je les retrouve. Donc, il y a plusieurs concours qui sont organisés, que ce soit pour les personnes qui sont dans la technologie ou dans les autres domaines, l'agriculture, le commerce, j'en passe. Renseignez-vous dans les pays où vous vous trouvez. Il existe ces concours. Et participez pour pouvoir lever des fonds si vous en avez besoin dans ce domaine. Donc, les concours, c'est quelque chose qui peut vous aider à avoir le capital pour se lancer. Le financement participatif. Aujourd'hui, prend aussi beaucoup de la place. On a parlé du love money, mais ici, ce n'est plus le love money. Ce n'est pas les gens que vous connaissez, ce n'est pas les gens qui vous aiment, qui vont contribuer, mais c'est plutôt les gens qui trouvent une pertinence dans votre projet. Et il y a des sites Internet qui permettent de pouvoir faire ces choses. Mais vous pouvez aussi le faire de façon en présentiel. Vous organisez une conférence, vous présentez votre produit et vous levez des fonds. Vous décidez de lever des fonds, vous dites moi, j'ai besoin d'un tel temps pour pouvoir lancer le produit. Et en échange, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Soit vous donnez certains de vos produits gratuitement à ces personnes, soit vous offrez une partie du capital de votre futur projet à ces personnes. Donc, voilà comment intervient le financement participatif. Le partenariat, aussi un élément beaucoup négligé. C'est bien d'avoir une idée. J'ai une idée, j'ai un prototype, une solution à un problème, mais je n'ai pas les fonds. Je peux m'associer avec quelqu'un qui peut avoir soit les fonds nécessaires pour ce projet ou peut connaître des gens qui sont capables d'investir dans ce projet. Donc, cet aspect peut nous aider à lancer et à trouver parfois plus que le capital. Vous pouvez trouver l'équipement nécessaire. Vous pouvez trouver même des employés à travers le partenariat. Donc, comme on a pu voir au début, ce n'est pas que le capital financier, mais vous pouvez avoir tout autre type de capital, qui peut être le matériel, qui peut être la compétence ou la connaissance. La dette. Ce que je ne recommande pas souvent aux gens lorsqu'ils commencent, c'est de passer par la dette. Parce que, premièrement, la dette, c'est un montant qu'on vous donne que vous deviez rembourser après une période donnée. Et lorsqu'on a un projet, une idée de projet, on croit tellement et on pense que ça va marcher. Mais je peux vous assurer que tant que vous n'avez pas testé votre idée, votre projet, votre produit ou votre service par le marché, vous ne devez pas prendre le risque de contracter une dette. Parce que vous ne savez pas encore si vous êtes capable ou non de générer des revenus. La dette, on la prend pour multiplier son activité. Comme on a pu voir plus tôt, vous avez un prototype, vous avez commencé petit, vous savez combien vous avez besoin pour gagner un certain montant. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez maintenant contracter une dette pour le faire. Et la dette, comme j'ai pu le dire, vous avez deux endroits principaux que vous pouvez avoir. La banque, vous prenez votre dette à travers la banque, mais nous tous on sait quelles sont les difficultés que cela peut causer à chaque personne par rapport à nous.
C'est pas toujours évident de contracter les dettes à travers la banque parce qu'il y a beaucoup de conditions et souvent en Afrique, c'est vraiment le parcours du combattant. En Occident, c'est plus simple, mais en Afrique, c'est très compliqué. Le deuxième, c'est la tontine. Donc, en étant la première personne qui va prendre l'argent à la tontine. Ce qui est bien avec cette dette, c'est que c'est à taux zéro. Donc, vous prenez une dette à taux zéro et cela va vous aider à lancer votre activité. Ce que je ne recommande pas toujours parce que ce n'est pas évident que votre projet donne dans parfois les délais que la dette vous est prescrite ou que vous devez rembourser la dette. Donc, voilà les 7 outils que je voulais partager avec vous pour toute personne qui veut se lancer en entrepreneuriat, toute personne qui veut lancer un projet. Voici 7 outils que chacun peut utiliser en fonction de là où il se trouve et en fonction de sa réalité. Ça peut être l'épargne, ça peut être les futurs clients, ça peut être le love money, ça peut être les concours, ça peut être le financement participatif, le partenariat ou la dette. Donc, à partir de votre idée, à partir de là où vous vous trouvez, un outil va fonctionner plus que l'autre. Donc, ne vous dites pas que parce que vous avez essayé un outil, que ça n'a pas donné, que vous ne pouvez pas essayer les autres. Non, vous essayez le prochain outil dans l'ordre que vous voulez et celui qui marche avec vous, vous le maintenez tant qu'il marche. Comme on dit souvent dans le jargon de la rue, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, merci beaucoup, Prince, pour ce bel exposé. Je pense que c'était assez complet. Donc, on a 7 outils ou 7 leviers qu'on peut utiliser. J'ai bien aimé le conseil sur la tontine parce que c'est vrai que souvent, on veut être le premier à manger la tontine, mais en réalité, il faut être le dernier. Donc, je retiens ça. Et voilà. Et parmi les outils que tu as cités, l'outil des concours, c'est vrai que souvent, bon, parfois on peut douter de soi ou je ne sais pas quoi, on ne se fait pas confiance. Mais voilà, on a une lauréate ici comment dire, de la Fondation Tony Elumelu, Josia, qui fait des poulets, des viandes fumées à Dakar et qui a eu voilà, son financement de $5 000 l'année dernière ou l'année d'avant. Et donc, voilà, c'est pas… voilà, elle hésitait à se lancer. Elle hésitait à se lancer. Et j'avais mis cette phrase dans le groupe WhatsApp, trembler mais oser. C'est-à-dire vous pouvez avoir peur de faire les choses, mais il faut les faire. Au pire, ça ne marche pas, mais au mieux, ça peut marcher et vous pouvez vous retrouver avec un capital d'amorçage de $5 000 non remboursable, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, on va voir les questions. Donc, soit… oui, il y aura le replay. Il y aura le replay pour les personnes qui étaient présentes. Si vous avez des questions, voilà, levez la main, ouvrez votre micro et voilà, adressez votre question à Prince. Alors, je ne vois pas de main levée, mais il ne faut pas être timide. C'est le moment le moment de se lancer. Qu'est-ce que tu penses? Tu nous as découragé les prêts bancaires. Est-ce que c'est y compris les structures peut-être de micro-prêts ou de microfinancement qui peuvent exister parfois voilà, dans certains pays en Afrique ou ailleurs? OK. Moi, je déconseille lorsque c'est quelque chose de pas calculé parce qu'on doit se dire la vérité. Les plus dangereux, même, ce sont les microfinances parce que leur taux, ça paraît petit, mais lorsque vous arrivez à la fin de l'année, c'est parfois 24%. Alors qu'avec les banques normales, ils dépassent presque jamais le taux de 15%. Donc, c'est des choses qu'il faut… on va vous dire que c'est un prêt
à 1% le mois ou à 2% le mois, vous pensez que vous avez gagné, mais à la fin de l'année, vous avez remboursé 24%, parfois au-delà. Donc, la dette, le crédit, c'est quelque chose de bien, mais seulement si ça vous aide à passer à un autre niveau. Ouais, mais parce que si vous êtes encore au niveau zéro, c'est vous mettre déjà un handicap dès le départ. Donc, voilà pourquoi je déconseille cela. D'accord, c'était très clair. Alors, qui a une question? Est-ce qu'il y a maintenant, il y a moins de timides? Est-ce qu'il y a un courageux qui a une question à poser sur les différents modes de financement? Par exemple, le financement participatif, c'est très à la mode en Occident. Ah voilà, je vois une main levée, mais je pose ma deuxième question. Okay. Ou vas-y, Saint-Tiche, tu as la main levée, puis je poserai ma question après. Vas-y, ouvre ton micro, Saint-Tiche. Ok, bonsoir. Alors, je voudrais déjà dire merci à Prince pour, pour l'exposé très clair, très concis. Et aussi, c'est vrai, il y a beaucoup d'idées qu'il vient, on va dire, recadrer, notamment sur la tontine, comme Rosemary te l'a dit. C'est une expérience que j'ai faite et c'est vrai. C'est bien, sauf qu'après, on se retrouve à payer sur la durée. Bon, je ne me plais pas trop parce que ça a permis quand même, dans mon cas, ça m'a permis de faire quelques investissements. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de le prendre en dernier. Par contre, j'avais une question sur le partenariat. Est-ce que si on établit un partenariat avec quelqu'un qui nous donne, par exemple, du matériel ou du personnel, c'est-à-dire c'est en contrepartie, on lui paye quelque chose ou quel peut être le bénéfice pour ce partenaire. Je prends par exemple pour un salon de coiffure. Si moi, je veux un type de personnel que je n'ai pas et que quelqu'un d'autre qui a la même structure peut me prêter genre une coiffeuse spécialisée ou autre, est-ce que je prends juste en charge la coiffeuse pendant qu'elle est là ou il faut aussi envisager une autre contrepartie pour le partenaire qui me soutient avec le personnel? Merci. OK. Merci beaucoup pour cette question qui est assez claire. Ce que moi, je peux suggérer déjà, c'est de bien négocier le partenariat dès le départ. J'ai besoin d'un de tes employés, on négocie. Quelle rémunération tu attends? Est-ce que je te rémunère directement toi et tu vas rémunérer le travailleur ou malgré que je vais rémunérer le travailleur, je peux aussi t'accorder quelque chose. Et la rémunération ne doit pas toujours être de l'argent. Ça peut être aussi un service que je vais te devoir. On peut signer un partenariat. Moi, je peux avoir une compétence chez moi que tu n'as pas. Donc, à chaque fois que tu as besoin de cette compétence, je te la mets à disposition et vice-versa. Ça peut être financier, une commission. Dire qu'à chaque fois que je fais ce genre de service, tu as une commission et ça va même le motiver. Donc, c'est à vous de trouver Ok, désolé, voilà, je sais pas pourquoi ça. Ouais, désolé, je sais pas pourquoi ça a redémarré. Oui, donc ce que je disais, c'est ensemble, vous pouvez trouver quel serait le moyen où chacun va se trouver dans une position gagnant-gagnant. Donc, je propose personnellement, je dis, moi j'ai besoin de l'employé. Ce que je vais faire, je vais rémunérer l'entreprise parce que j'ai pris le travailleur auprès de l'entreprise. Ou j'ai besoin des services de l'employé. Si tu le permets, l'employé vient travailler pour moi, reçoit une commission par rapport à son travail. Ou en dernier, non seulement je vais rémunérer l'employé, mais tu as peut-être 1% ou 2% de la somme que cet employé a générée lors de votre partenaire. D'accord. Alors, merci pour la réponse, Prince.
Donc, Aminata, si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Aminata, oui, Mimi, si tu peux ouvrir ton micro. Oui, Ouais. c'est bon, oui. Bonsoir, merci Prince pour la présentation. Moi, je n'ai pas compris. On me parlait à côté quand vous expliquez la partie futur client. Donc, OK, je n'ai pas bien saisi cette partie en fait. d'accord. Merci. OK, je m'explique. Je vais prendre l'exemple de la dame qui a parlé du salon de coiffure. Vous voyez, je veux me lancer dans la coiffure. Je n'ai pas peut-être encore un salon, mais je connais faire soit des tresses, soit du maquillage. Ce que je fais, c'est que je mets une publication, soit sur les réseaux sociaux, soit une affiche, tout ce que je veux. Je dis aux gens que je suis prêt à venir vous coiffer à domicile, mais à condition que vous faites un dépôt. Et ce dépôt, c'est pour le transport et pour acheter le matériel nécessaire. Donc, le dépôt, vous allez le fixer de sorte que Alors, c'est seulement chez moi que le son s'est coupé. Ah voilà, bon, c'est pas grave. Alors, en attendant que le coach Prince revienne, en fait, Queen Mimi, ça dépend vraiment des produits. Ça dépend, je pense, un peu de ton secteur d'activité. Mais il y a beaucoup, par exemple, d'écrivains ou de gens qui sont dans le domaine de la formation qui font payer aux clients une future formation ou un futur livre en précommande. Quand on dit précommande, genre, je ne sais pas, je vais sortir un programme de coaching dans un mois, vous pouvez vous inscrire et payer à l'avance. Ou je vais sortir un livre dans 3 mois ou dans 3 semaines. Vous pouvez commander le livre à l'avance, avant sa publication ou le programme de coaching avant qu'il sorte. Ça veut dire que ce sont tes futurs clients ou tes clients qui financent en fait le développement de ton livre ou de ton programme de coaching. Ils payent à l'avance le produit que tu vas sortir dans 1 mois, 2 mois ou 3 semaines. Et c'est ça qui te permet de rassembler le capital en fait pour te financer. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour la partie que je connais. Alors, après, je ne sais pas si ça peut s'appliquer aussi à d'autres niches ou d'autres business, mais en gros, c'est ça en fait. Tu fais des précommandes sur un futur produit et l'argent que tu rassembles avec les précommandes, c'est ça qui te permet de financer le produit. L'avance, OK. Voilà. Je veux sortir une voiture, je n'ai peut-être pas l'argent du développement. Je dis, voilà, je vais sortir cette super nouvelle voiture électrique automatique, commandée à l'avance. Dans 6 mois, vous aurez votre voiture. Ça veut dire que tous ceux qui ont commandé les voitures à l'avance ont financé et le développement et la production de la future super voiture. Merci. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, j'espère qu'on va pouvoir, récupérer notre intervenant. On paye une avance sur le projet et avec cette avance, on réalise le projet. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, bon, après, bon, toi, tu es dans les produits de beauté, mais on peut imaginer, hein, je ne sais pas, je veux sortir une nouvelle super crème anti-rides, anti-boutons, anti-tout, qui va vous rendre plus belle que jamais. Et tu fais ta pub, tu fais ta communication et tu dis à tes clientes, la crème là va arriver sur le marché dans 3 semaines, mais vous pouvez déjà commander votre pot de crème. Ça veut dire que les clientes qui commandent aujourd'hui, c'est elles qui t'amènent, avec leur commande, elles t'amènent l'argent pour maintenant fabriquer la fameuse crème. Tu avais peut-être l'idée, mais tu ne pouvais pas acheter les ingrédients ou je ne sais pas quoi. Voilà, si tu as 5 clientes qui t'achètent un pot de crème, j'en sais rien, à 100 €, bah, ça te fait déjà 500 € de capital pour lancer ta production. Ouais. Merci. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le système des précommandes.
Alors, je suis embêtée parce Poser qu'il y a il y a des mains levées, mais je ne sais pas si. poser une question concernant. Bon, je vais attendre. Ouais. Non, bon, pose toujours, peut-être je peux essayer de répondre ou peut-être il y a quelqu'un dans le groupe qui pourra t'amener des éléments de réponse. Sinon, on va attendre. En fait, c'est quand il a dit quand on se lance dans un domaine où on ne s'y connaît pas, Mhm. ce qui a été un peu mon cas dans les, ben, j'utilisais ces produits-là et tout, mais avant, moi, comme j'ai dit, j'ai toujours j'étais tout, ça fait 15 ans que je suis dans le business, mais j'ai toujours fait, vendu les vêtements, les bazins. Après, je fais avec une copine, on s'est mis en partenariat, on a fait de la création et du stylisme. Mais là, c'est avec une autre amie et d'autres personnes, on s'est mis encore en partenariat pour des produits naturels. Et c'est vrai que je connais ces produits-là parce que je les ai utilisés et tout. Après, j'étais avec la personne, ben, je connais bien ces produits, mais moi, je n'ai jamais vendu ces produits-là. Donc, je voulais, c'est pas, avoir un peu de conseils de sa part, de la part du coach, comment, dans ces cas-là, amener à faire euh, comment faire plutôt la communication, côté communication et tout auprès des clients pour, euh, pour mieux se faire connaître, je ne sais pas, dans les choses comme ça. Mhm. Alors, attends. Alors, je t'envoie le message. Bon, ben, Sans passer par faire, comme je vois, on peut se faire connaître. Des fois, je vois sur certains coachs qui aident les auto-entrepreneurs, comment, par exemple, ils vont dire comment se faire connaître sans être tout le temps à publier sur les réseaux sociaux, sans s'épuiser, sans courir derrière les clients. mhm. Voilà, c'était un peu dans ce sens-là que je voulais Ah vous oui, poser. d'accord. OK. Bon, après sur la stratégie communication, en général, les coachs qui disent comment avoir des clients sans passer par les réseaux sociaux, c'est soit des personnes, alors soit soit elles vont te recommander de grandir une liste email. Mhm. Voilà, soit c'est des gens qui peuvent avoir, je sais pas, par exemple, si toi qui es dans le business de la beauté, tu peux avoir comment dire, tu peux avoir un podcast avec des conseils beauté ou je sais pas quoi, voilà, ça passe pas par ça passe pas par les réseaux sociaux, mais ça te permet de, de grandir une audience, etc. Voilà. En général, c'est ça. Les gens qui disent oui, comment grossir sa clientèle sans. Ah, voilà, il est là dans la salle d'attente, sans passer par les réseaux sociaux. En général, c'est site internet et emailing. En général. C'est le résultat, je peux dire comme ça, ou c'est par... Non, même pas le réseau. Bon, le réseautage, oui, c'est toujours bien d'aller dans des foires ou je sais pas quoi, mais dans une foire, tu vas toucher peut-être 20 personnes. hmm. Maintenant, si ces 20 personnes-là, tu peux récupérer leur email. Ça veut dire que ces 20 personnes, tu peux continuer à communiquer avec elles après. Et un email, en fait, ça ne passe pas par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quels que soient les caprices de l'algorithme de Facebook, les gens qui se sont abonnés à ta mailing list, tu peux toujours les toucher, en fait. Mhm. Moi, enfin là, par exemple, moi, j'ai une mailing list de 1500 contacts. Et c'est mes contacts. Je n'ai pas besoin de Facebook pour les toucher, je n'ai pas besoin d'Instagram pour les toucher, je n'ai pas besoin de... Voilà, c'est mes contacts. Et même si, parce que j'ai vu des articles là tout à l'heure, que Facebook menaçait de fermer en Europe parce que la Commission européenne le fatigue avec la gestion des données, même si Facebook ferme demain, j'ai mes contacts, email à moi, que personne ne peut me voler. Ouais, ok. Sauf si Gmail ferme ou je sais pas s'ils interdisent les emails, mais voilà, il y a d'autres moyens effectivement de toucher un public que par les réseaux sociaux en fait. Oui, parce que ben, après, comme les réseaux sociaux, c'est nouveau.
Comme j'ai dit, j'ai toujours eu des boutiques. Avant, le e-commerce n'était pas aussi à la mode avant le COVID. Donc là, c'est les produits, je suis nouvelle dans le e-commerce, donc Alors, le coach point, c'est de retour. La question, c'était comment communiquer en fait auprès de ses audiences. C'était pas sur les levées de fonds, mais c'était comment communiquer, comment grossir son audience, voilà. Si je Moi, traduis. je suis auto-entrepreneur, mais ça fait qu'1 an que j'ai toujours été dans le business, mais ça fait 15 ans, mais en fait, c'est e-commerce, je viens de me lancer et ça fait seulement qu'1 an. Et donc, je suis toute nouvelle dans le e-commerce. Je ne connais pas grand-chose, donc je voudrais savoir un peu comment ça se passe, comment faire pour atteindre certains nombres de clients, tout ça. Tu n'entends pas? OK, merci beaucoup. Déjà, pour chaque type d'activité, il y a des personnes qui sont des prédécesseurs. Ce que je peux déjà vous conseiller, c'est de pouvoir aller sur YouTube, faites des recherches sur les personnes qui sont dans le e-commerce, mais faites quand même attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses qu'ils ne font pas. Mais déjà, à travers ce contenu gratuit, vous allez apprendre beaucoup de choses. Maintenant, vérifiez les personnes qui ont une certaine notoriété par rapport au pays ou au continent où vous vous trouvez. Essayez de les contacter. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes font dans la formation. Elles peuvent bien faire, elles excellent dans leur domaine, mais elles forment aussi d'autres personnes à avoir des résultats semblables à elles. En l'occurrence, je peux citer Investir au pays qui aujourd'hui fait des formations en e-commerce. Et c'est quelqu'un qui a prouvé déjà pour les 2 ans que je lui suis, qui a montré le sérieux dans ce qu'il fait. Donc, s'il dit qu'il peut former ou qu'il connaît des gens qui peuvent former, je pense qu'il a pris le temps de les étudier et ça peut vous aider. Et l'avantage aussi avec ce domaine, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer comme tout le monde par 0, 1, 2, 3. Vous pouvez passer de 0 à 10 grâce à des mentors ou des coachs qui ont déjà ces résultats que vous cherchez. Donc, ça va vous aider. Vous commencez par YouTube pour le contenu gratuit. Mais une fois que vous sentez que vous voulez passer à un certain niveau, vous pouvez commencer par payer des formations qui vont vous aider à trouver. Maintenant, pour avoir des clients, comme a pu le dire déjà Rose, je suis arrivé vers la fin, j'ai déjà capté ce qu'elle voulait dire. Vous allez devoir utiliser les réseaux sociaux pour attirer les gens, mais après, vous devez bâtir votre communauté à vous. Vous devez bâtir votre réseau à vous, à partir de votre mailing list, comme elle a dit. Donc, vous allez devoir capter les mails des gens qui, demain, peuvent vous aider à les recontacter, soit pour partager votre contenu, soit pour proposer des articles ou des services. Donc, voilà un peu de façon brève ce que vous pouvez faire si vous voulez vous lancer dans ce domaine. Je crois qu'il y a Kevin. Voilà, il y a Kevin qui a levé la main depuis longtemps. Désolée, Kevin. Si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui. OK, merci beaucoup, vraiment beaucoup d'encouragement et de félicitations au coach parce que moi, je suis à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville et vraiment, ces genres de partage, ça me va droit au cœur. Alors, le sujet vraiment m'avait beaucoup intéressé, comment vraiment créer son capital. Et moi, c'est sur le premier point que je veux revenir parce que c'est un point qui, personnellement, ça me fait très mal, l'épargne. Alors, je vous ai suivi et vous avez dit, si je vous ai bien compris, qu'après avoir enlevé vos dépenses, c'est à ce moment-là que vous devrez maintenant réserver, épargner. Est-ce qu'il y a une logique que peut-être l'épargne aussi soit comme une obligation du genre que comme je paye mon loyer, que dès le début,
j'épargne d'abord avant même de faire d'autres dépenses? C'est là ma question. OK. Déjà, merci pour cette question qui est très, très capitale. Effectivement, en réalité, c'est comme ça que cela doit être. On épargne d'abord avant de penser aux dépenses. Donc, si je me décide d'épargner 5%, j'enlève 5% dans mon revenu et ensuite, les 95% qui me restent, c'est ce que je vais utiliser pour vivre. Lorsque j'ai mentionné la réalité ou les besoins, c'est pour signifier que vous ne devez pas vous dire que l'épargne est un montant fixe ou un pourcentage fixe. En fonction de la situation que vous allez vivre, l'épargne peut varier. Ça peut même augmenter parce qu'il y a des mois où vous pouvez avoir soit un bonus, vous pouvez avoir un don, ou vous pouvez même gagner plus que ce que vous avez l'habitude de gagner. Donc, vous pouviez augmenter votre épargne par rapport à ces situations. Mais vous pouvez aussi le réduire. Je vais vous mettre devant un fait réel. Supposons que vous perdez votre emploi et que vous aviez l'habitude d'épargner, je dis n'importe quoi, 20%. Et que le seul revenu que vous avez, c'est votre business. Mais vous n'allez plus continuer à épargner les 20% parce que ça risque d'étouffer votre business. Donc, vous allez devoir diminuer ce pourcentage en fonction de votre réalité. Mais une fois que vous reprenez, vous avez une activité qui donne, vous pouvez augmenter ou réduire. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme clarification par rapport à ça. Prendre son épargne comme un objectif ou se dire une discipline que c'est quelque chose que je dois faire tous les mois, c'est comme ce que j'ai dit, écrire ce qu'on veut. Quelle est la place qu'occupe l'épargne dans ma vie? Donc, si je me dis que c'est quelque chose qui vient en priorité, je vais devoir travailler à ce que ça soit une priorité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci. 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 Merci, Prince. Et juste pour compléter, enfin bon, il y a une de mes mentors, on apprend toujours auprès des mentors, qui recommande, si possible, d'essayer d'épargner 10%, mais de les placer sur un compte rémunéré. C'est-à-dire que ce soit pas de les... Parce qu'avec l'inflation, ce que vous pouvez épargner, en fait, la valeur de l'argent diminue, en gros. Donc, si c'est bien d'épargner et si possible d'épargner sur un compte rémunéré. Comme ça, vous pouvez compenser ou vous pouvez voilà, comment dire, ne pas perdre votre argent ou votre argent ne va pas perdre de sa valeur. Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi beaucoup de coachs qui recommandent ce système-là, ce système d'épargne qui est pas mal. Bon, après, chacun va convertir dans sa comment dire, dans sa monnaie. Mais par exemple, c'est basé sur les semaines du calendrier. Donc, la première semaine de l'année, on épargne peut-être 1000 francs CFA. Deuxième semaine, 2000 francs. Troisième semaine, 3000 francs. Quatrième semaine, 4000 francs, etc. Jusqu'à la 52e semaine de l'année où on économise 52 000 francs. Et ça permet comme ça sur une année, ça vous fait déjà, si je ne me trompe pas, enfin de mémoire, je crois que ça fait déjà un capital de 100 000 et quelques. Juste avec ce système-là. Semaine 1, 1000 francs, semaine 2, 2000, semaine 3, qui est peut-être plus indolore que d'épargner un certain pourcentage chaque mois. Voilà, donc après, chacun dans sa monnaie, mais ça veut dire en euros, je crois que c'est semaine 1 euro, après 2, jusqu'à 52. Et je crois que sur une année, ça fait 1000 et quelques euros, en fait, au final. Alors que vous avez à chaque fois économisé des petits montants, 10 euros, 20 euros, 30 euros, etc. Mais au final, sur une année, ça fait un petit capital, pas trop mal. Alors, est-ce que j'ai mute le coach par erreur? Voilà. Alors, voilà, je vois Joël qui a levé sa main. C'est ça? J'avais vu une main levée. C'est ça? Non, Joël, j'avais vu ta main levée. Si tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question. Ou je me suis trompée. Alors, j'avais cru voir sa main.
Donc, Kevin donc, a posé sa question. Ah voilà, donc Kevin, vas-y pour ta deuxième question. OK, merci. Ma deuxième question, c'est sur une fois qu'on a l'idée et le coach venait d'expliquer l'étape d'essayer d'abord. Je prends l'exemple de mon cas. C'est un cas que je suis arrivé au village et j'ai vu que vraiment c'est un village qui est un grand village, mais il n'y a pas de boutique. Donc tout le monde se rend toujours au marché, le marché qui est au moins à 2 kilomètres. Et là, coach, je n'ai même pas eu le temps de vouloir leur poser des questions que est-ce que si je fais ça, je les vois déjà, j'ai vu la nécessité, ils partent acheter et actuellement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de construire une boutique et je veux mettre les choses. Est-ce que c'est aussi l'approche qui peut marcher dans ce cas-là ou bien il fallait que je parte leur poser des questions pour leur expliquer ce que je voulais faire? Ok, moi je vais dire c'est une bonne chose et aussi parfois une mauvaise chose de vouloir toujours poser la question. Mais si j'ai attiré l'attention, c'est que parfois ce qu'on pense être un problème n'est pas souvent le problème. Le problème est plus profond que ça. Donc pour votre cas, ça peut être un problème qui va être résolu, mais vous devez aussi savoir quels sont les produits qu'ils vont acheter là-bas. Parce que supposons que vous vous dites que, bon, moi, je viens de la ville, voilà ce qui marche, je suis sûr que les gens vont acheter ça, je viens mettre ma boutique, vous risquerez d'échouer. Donc, c'est déjà poser des questions, c'est plus pour savoir de quoi ils ont réellement besoin. Parfois, il y a des choses qu'ils ne trouvent pas dans ce fameux marché que vous pouvez vendre et ne pas vous mettre en contradiction avec ceux qui sont dans le marché. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent avoir un certain monopole dans des choses qu'ils font, mais vous pouvez être différent. Si vous avez remarqué que les gens ont besoin plus des trucs liés, je dis n'importe quoi, à l'agriculture, vous pouvez faire une boutique spéciale en agriculture. Ça fera de vous quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée et qui est différent des autres. Donc, vous allez gagner un peu plus gros et vous allez aussi être facilement reconnaissable. On saura que ça, c'est la boutique pour acheter tel truc. Donc, vous avez cette possibilité, mais vous pouvez aussi vous lancer et apprendre à travers les produits que vous allez vendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils achètent et ce qu'ils n'achètent pas. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et j'allais juste attirer votre attention parce que qui dit produits qui sont achetés au marché, ça veut aussi dire que les coûts sont moindres, en tout cas, j'imagine. Et maintenant, est-ce que vous pourrez être compétitif? Parce que peut-être qu'une personne peut te dire que moi, je préfère faire 2 kilomètres à pied parce que là-bas, ça coûte à 500 et je n'ai pas assez d'argent que d'acheter à côté où ça coûte 1000 en fait. Donc, il faut… C'est toujours bien de faire une petite étude de marché et puis de savoir, au lieu de vous mettre en concurrence avec le marchand de salade qui vend sa salade à 25 francs et vous ne pourrez jamais le concurrencer sur le prix. Toujours, effectivement, comme a recommandé le coach Prince, voir qu'est-ce qui manque comme produit. Les produits qui sont là, même si c'est à 2 km, peut-être que ça vaut le coup de faire les 2 km. En tout cas, si vous ne pouvez pas proposer moins cher ou meilleur ou quoi. Mais peut-être qu'il y a des trucs qui manquent vraiment et c'est sur ça que vous pouvez vous distinguer en fait et vous différencier. Voilà, donc juste ça. Donc, je n'ai pas fait attention au temps en fait. C'était tellement intéressant. Le live a duré longtemps. Le live a duré longtemps. Mais, donc, je vois qu'il est 21h54, je crois que c'est l'heure en France. Donc, on va jusqu'à 22h. On va prendre encore 6 minutes maximum s'il y a encore d'autres questions. Et sinon, on va libérer le coach Prince. Et voilà, et vous aurez le replay pour les personnes qui ont participé. Vous pourrez regarder à nouveau la vidéo si vous avez raté le début. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, dernière question une fois, dernière question 2 fois, dernière question 3 fois. OK. Donc,
à juger. Donc, on va sonner la fin de ce webinaire. Donc, merci encore au coach Prince d'être venu et de nous avoir dispensé sa connaissance et ses conseils. Oui, le coach Prince est au Congo. Peut-être, coach Prince, si tu peux en dire un peu plus sur tes activités, tes livres, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut suivre tes ateliers, tes formations? J'ai pas suivi ça, ça s'entrecoupé Ah oui, entre pardon. temps. Je disais, si tu peux, parce qu'il y a une question sur est-ce que tu viens au Congo? Donc, est-ce que tu peux te représenter et dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut acheter tes Ok, livres, où est-ce qu'on peut participer à tes ateliers? Voilà. d'accord. Effectivement, je suis Prince Bongo Batontou, donc je suis banquier de profession. Je travaille dans une banque et malheureusement, je n'ai pas l'autorisation de ma banque pour parler. Donc, je ne vais pas parler au nom de ma banque. Je parle ici en tant que coach en transformation personnelle. Et j'ai un domaine qui me passionne beaucoup, sans les finances personnelles, ce qui m'a permis d'avoir plus de 3500 personnes que j'ai formées et grâce au Covid. Donc, pour répondre à la question, venir au Congo, je pourrais y être, on ne sait pas, parce que je suis congolais aussi. Donc, ne vous dites pas que je suis peut-être, je ne sais pas de quel pays. Je suis congolais de Brazzaville et je travaille en ce moment hors le Congo et la plupart de mes ateliers, accompagnements, je les fais en ligne parce que c'est un peu plus flexible pour moi et aussi ça me permet d'avoir plusieurs personnes que d'avoir un groupe restreint. Maintenant, pour me contacter, déjà, Prince Bongo Batontou, c'est le nom que j'utilise sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et même Twitter, que j'utilise pas trop. Instagram, pas vraiment. Mais c'est le même nom que j'utilise. Et j'ai aussi une page que j'ai créée, donc Réussir dans ma vie. C'est une page qui, ça fait plus de 2 ans, à travers laquelle je partage des astuces, des idées et je fais parfois des lives où j'essaie d'échanger sur des thématiques dont les personnes écrivent en commentaire. Donc, vous pouvez aussi me suivre là-bas. Donc, pour me contacter, je préfère donner mon WhatsApp parce que c'est là où je suis un peu plus actif. Les emails, je travaille plus avec les gens qui sont en Occident avec l'email parce qu'en Afrique, on sait que on hésite beaucoup et on vérifie difficilement son mail. Donc, pour une certaine catégorie de personnes, oui, j'utilise. Je vais mettre mon mail et mon numéro de téléphone. Il est WhatsApp. Ceux qui voudront me joindre ne pourront pas me joindre par téléphone parce que ce n'est pas le numéro de téléphone que j'utilise là où je me trouve. Et je préfère donner mon WhatsApp parce que au moins j'ai une certaine base de données, comme a dit Coach Rose, et c'est l'outil le plus utilisé en Afrique. Donc, j'ai vraiment à cœur d'aider déjà les Africains parce que on a un retard juste parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on ne connaît pas. Et aider les gens à pouvoir obtenir ces informations, pour moi, c'est un privilège et un honneur. Donc, voilà mon WhatsApp. Voilà, ouais. OK. Et mon mail, j'ai ce mail que j'utilise le plus souvent. Donc, vous pouvez me joindre par ces deux canaux, qui sont les canaux. Maintenant, Et pour le si livre… tu peux mettre le nom de la… Si tu peux mettre aussi le nom de ta page Facebook dans le chat pour que les OK, personnes puissent aller te suivre. Ouais. d'accord. Bon, je vais peut-être partager le lien directement, je crois. Bon, je mets la page ici. Oui, oui. Donc, je répète, oui, les personnes qui étaient présentes, vous aurez droit au replay. Attends, est-ce que j'ai même… Voilà. Vous aurez le replay. Vous aurez le replay. OK. Je crois que c'est… C'est bon, OK. j'ai fini, hein, coach. Voilà, OK. Merci. Alors, attends, parce que j'avais une question du coup, mais
la personne a posé cette question. Tu as parlé des plateformes de financement participatif. Bon, en Europe, on sait que ça marche. Est-ce que ça marche aussi en Afrique? Et est-ce que pour les personnes qui veulent se lancer en Afrique, tu as des plateformes de financement participatif à recommander? OK. Pour le financement participatif en Afrique, ça marche, mais dans deux zones que j'ai constatées, on a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Ça marche plutôt bien là-bas. La seule difficulté, c'est ceux qui sont en Afrique centrale. C'est compliqué. Mais en Afrique du Sud aussi, il y a quand même 2 ou 3 plateformes. Une condition, c'est que pour la plupart des plateformes, elles sont en anglais. Donc, pour l'instant, les francophones, on souffre un peu. Mais c'est aussi une idée de business. Quelqu'un qui peut étudier le financement participatif peut apprendre comment ça marche et adapter ça aux réalités de l'Afrique centrale afin qu'on puisse en avoir. Sinon, il y en a. Maintenant, les plateformes, j'en avais 3. Je sais pas, attends, je les ai notés. Oh, mon bloc, j'ai oublié mon bloc-notes au boulot. Désolé. Mais je pourrais te partager ça comme ça, tu vas. Voilà, si tu peux me les envoyer en WhatsApp et comme ça, je mettrai les liens ou les noms en même temps que je vais envoyer le replay. D'accord, je les retrouve, je crois que demain matin, je pourrais. Ok, ça marche. J'ai juste oublié mon bloc-notes. Pour les personnes intéressées. Alors, merci encore énormément, coach. Je pense qu'on a beaucoup abusé de ton temps. Merci. C'était très intéressant et très instructif. Voilà, donc alors, Victoire, pardon. Vas-y, Victoire, vas-y. Merci, coach. Merci au coach qui nous a entretenus ce matin. C'est vrai que je suis arrivée, ce soir. C'est vrai que je suis arrivée en retard, mais je resuivrai en replay. Par contre, une question me vient à l'esprit par rapport aux plateformes de financement participatif. Voilà, des financements participatifs. Alors, coach, vous pensez, pourquoi est-ce qu'en Afrique centrale, ça ne marche pas? Ou bien, pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai eu une réflexion comme... je ne sais pas, j'ai pensé à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. J'ai perçu comme les histoires d'associations, c'est-à-dire que tout ce qui est association, ça marche bien. C'est-à-dire qu'à partir d'une association, les femmes, les hommes arrivent à pouvoir en sortir. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique centrale, ce genre de choses ne marche pas, ne fonctionne pas? OK. Qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi est-ce que chez nous... Allez-y, s'il vous plaît. Je pense que Victor avait fini. D'accord. OK. Moi, ce que je peux dire de façon personnelle, j'ai eu la chance de vivre en Afrique de l'Ouest, j'ai eu la chance de vivre en Afrique de l'Est, j'ai eu la chance de vivre en Occident et en Afrique centrale. Je connais un peu le problème. Déjà, c'est culturel. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça vient de notre culture. Lorsque vous êtes en Afrique de l'Ouest, tout le monde mange dans une même assiette. Donc, ça commence depuis la maison. Les parents et les enfants mangent dans une même assiette. Donc, ça montre déjà le côté où on peut se mettre ensemble pour une chose. Lorsqu'on vient de notre côté à nous, particulièrement en Afrique centrale, chacun a son assiette. Et si vous pouvez vous souvenir, lorsque votre frère se met à votre place, vous êtes fâché que c'est ma place. Et ainsi de suite. Donc, ces choses qui sont banales nous définissent dans notre mental. Ça nous donne une direction. D'où c'est difficile pour nous de s'associer avec des gens pour faire quelque chose. Autre chose, c'est aussi ce qu'on nous dit. À l'école, on nous apprend copier ou travailler avec les autres, c'est de la tricherie. Que c'est pas bon. Et ça aussi, ça détermine notre cerveau. Dans notre cerveau, on se dit que si je travaille avec les autres, ça veut dire que je ne suis pas bon. Et il y a cet esprit de compétition mal placé qui veut qu'on soit le premier et les autres derrière. Alors qu'il y a des projets où on n'a pas les compétences, on n'a pas les finances, on n'a pas la connaissance, on peut se mettre en arrière-plan et voir les autres aller de l'avant. Donc, c'est sur ça qu'on doit commencer à travailler. Si on n'y travaille pas, on va avoir le même problème. Parce que moi, regardez, aujourd'hui, Rose m'a appelé.
je pouvais dire non, 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 je ne le fais pas. Elle pouvait dire que non, je ne l'appelle pas. Elle pouvait aussi aller sur Internet, chercher quels sont les outils de financement ou les types de financement et faire la même chose. Mais elle a décidé, se dit, je peux le faire, mais je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour que j'ai une autre manière de voir par rapport à ce sujet. Et c'est quelque chose qui nous manque. On se dit qu'on a toute connaissance, qu'on connaît, et qu'on n'a pas besoin des autres. Alors que quand vous arrivez en Afrique de l'Ouest, regardez même les formations. Une formation organisée en Afrique de l'Ouest peut remplir un stade. Je prends l'exemple de Vincent Cadio, qui remplit un stade de 4000 personnes pour une formation sur la recherche de l'emploi. Imaginez un peu l'ampleur. Vous faites la même chose en Afrique centrale, vous allez être étonné de voir que même les demandeurs d'emploi ne viendront pas. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps. Donc, c'est d'abord dans notre tête, ces choses. Donc, tant qu'on ne va pas changer notre manière de voir les choses, se dire qu'on a besoin de l'autre pour avancer, regardez même nos gouvernements. Ça se reflète dans toutes les sphères de nos pays. C'est comme ça. Ils ne sont jamais ensemble, mais ils sont toujours chacun dans son côté. Je suis meilleur, je suis le plus, je suis la plus, il est le moins. Donc, on doit briser ça et vous, les mamans, vous devez commencer à le faire. Enlever la distinction entre cet enfant est plus intelligent que celui-là, mais plutôt dire que cet enfant a tel atout, cet enfant a tel atout, ensemble, ils forment telle chose qu'ils peuvent faire. Et de là va partir toute cette manière. Si moi, à la maison, on me montre que je peux travailler avec mon frère, ma soeur, mon cousin, mes amis, ça veut dire qu'une personne qui viendra aussi d'ailleurs, je peux travailler avec elle. Donc, c'est refaire cette éducation-là. Tant qu'on ne va pas le refaire, je peux vous dire, à nous détruire, c'est ce côté où on n'arrive pas à s'unir. Le jour qu'on va s'unir, on verra que ce que nous appelons problème n'est même pas des problèmes. Vous prenez un pays comme la RDC qui a 150 millions, 100 millions d'habitants. Vous prenez toute la zone CEMAC, les 6 pays, vous avez presque 100 millions aussi d'habitants. Donc, vous voyez un peu comment ce que nous croyons avoir plus de problèmes, c'est un pays en réalité. Donc, les mamans, vous avez cette charge. Nous aussi, les papas, on a cette charge. Mais les enfants, on doit se dire la vérité, passent plus de temps avec vous qu'avec nous. Aidez-nous avec ce travail. Donc, déjà, cette rééducation que les gens doivent se mettre ensemble. À partir de là, on pourra voir le changement. Maintenant, pourquoi les plateformes ne marchent pas? On a aussi notre manière de penser. Comme je vous l'ai dit, ça intervient dans tous les domaines. Vous allez voir aujourd'hui, les banques vont se mettre en cartel pour empêcher toute personne qui viendra avec une idée nouvelle. Elles sont prêtes à influencer pour dire que non, 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 toute personne qui vient avec votre truc, il faut envoyer, il faut payer par carte, il faut faire ceci, on ne veut pas. Aujourd'hui, par exemple, les télécos ont réussi parce qu'ils ont le capital nécessaire. Ils ont plus d'argent que les banques. Voilà pourquoi ils ont réussi à lancer les mobile money. Et aujourd'hui, ils se transforment même en banque dans certains pays. Donc, c'est pour vous dire que et les télécos, c'est des associations de personnes, c'est plusieurs investisseurs. Donc, si nous aussi, on ne décide pas de former ce genre d'association pour transformer les choses, on aura les mêmes difficultés parce que les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas qu'on s'associe, donc pas de moyens de paiement. Et s'il y a des moyens de paiement, beaucoup de restrictions, beaucoup de taxes. Donc, tout est fait de sorte que ça ne puisse pas aller vite. Donc, c'est à nous de s'unir au plus bas niveau, de grandir avec nos activités à gauche et à droite, devenir demain des lobbyistes. J'ai eu la chance d'arriver aux États-Unis. Je peux vous dire que le lobby, c'est pas ce que nous on appelle un peu corruption, c'est ce qu'ils appellent le lobbyiste. Moi, je peux me porter garant d'un candidat. Je dis que je vais soutenir ce candidat pour qu'il passe afin que demain, il vote des lois qui vont me permettre d'avoir facilité dans tel domaine. C'est de la corruption, mais ils appellent ça aujourd'hui en bon français lobby. C'est du lobby. Non, je ne le corromps pas. C'est juste que je trouve qu'il a des bonnes idées. Donc, c'est la même chose avec nous. On peut le faire. Nous qui avons compris que c'est des manières qui ne sont pas bonnes, c'est à nous de changer. Parce que je peux vous garantir, nos dirigeants ne vont pas le faire. Parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au sujet. Notre culture qui doit être transformée, donc depuis la maison,
de la maison, on arrive aussi à l'église parce que là-bas encore, il y a un autre problème. On sépare encore beaucoup de gens sur beaucoup de sujets qui parfois n'ont rien à voir. Et à l'école, pareil, il faut qu'on apprenne les gens à travailler ensemble, plus de projets en commun que de projets séparés. Dans les entreprises, qu'on ait aussi beaucoup de projets parce que vous verrez, aujourd'hui, Google rémunère beaucoup l'esprit d'équipe, ce qui est contraire à ce qu'on fait chez nous. Nous, on rémunère beaucoup l'individuel. Qui a été le meilleur? Qui a fait ceci? Alors que les autres, plus tu arrives à travailler avec les autres, on sait mieux vaut avoir 1% de 100 personnes que d'avoir 100% d'un individu. Parce que dès que cet individu n'est plus là, on est bloqué. Alors que si chacun apporte 1%, il suffit qu'un parte, on remplace par un autre, on continue avec nos équipes. Donc, c'est à nous de refaire cette éducation personnelle, nos familles, et partager autour de nous. Merci beaucoup. Merci, Prince. Ouais, c'est vraiment ça, hein. La clé, c'est vraiment le mindset. La semaine dernière, il y avait ici un atelier à Brazzaville, organisé par un de mes collègues, voilà, où il donnait des conseils, voilà, comment trouver l'emploi et notamment comment travailler dans le système des Nations Unies où je suis employée en ce moment et lui aussi est là. Et un jeune à qui j'avais envoyé l'invitation était étonné que ce compatriote partage comme ça les informations, de savoir exactement, voilà, envoie ton CV là, postule ici et tout ça. Et je lui ai dit, mais parce que ici, souvent, quand on a une bonne information, on la cache. Je dis, mais s'il cache l'information, est-ce que lui seul peut combler tous les emplois disponibles dans tous les domaines, dans tous les secteurs aux Nations Unies? Ça n'a pas de sens, en fait. Même s'il voilà, lui, il travaille dans les secteurs des ressources humaines, donc qu'est-ce que ça lui rapporte d'empêcher quelqu'un de trouver un poste de chauffeur, un poste de, je ne sais pas, chargé de projet, un poste de je ne sais pas quoi? Aux Nations Unies, ça ne lui rapporte rien, en fait. Ça ne lui rapporte rien du tout. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à transformer comme ça les mentalités, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée aux uns et aux autres. Merci pour votre participation. Prince, merci d'avoir répondu à l'invitation. Voilà, les gens merci pour l'invitation. Ceux qui ont participé. Donc, voilà, c'était un des ateliers qu'on organise dans le cadre donc, des formations emploi, métiers de destinée. Et voilà, on touche toutes sortes de domaines, y compris voilà, les finances et l'entrepreneuriat, parce que ça concerne aussi notre vie professionnelle. Voilà. Donc, bonne soirée aux uns aux autres et on se dit à bientôt. À plus, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci.